Depuis la naissance des comics, autant Marvel que DC, il y a toujours eu la règle du manichéisme, c'est-à-dire une histoire où sont identifiés précisément les gentils, donc les héros, et de l'autre les méchants, plus souvent appelés vilains. Mais il existe par moments des changements ou des événements qui font que les vilains qu'on a l'habitude de voir du mauvais côté décident de rejoindre le côté du bien. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec 3 grands vilains de l'univers Marvel qui sont un jour devenus des héros ou ont simplement décidé de se battre du côté du bien. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Mais avant de nous plonger dans cette histoire, permettez-moi de vous parler de Nextory qui m'accompagne aujourd'hui. Et cela me fait vraiment plaisir car le service s'inscrit parfaitement dans le thème de la chaîne. Nextory est aujourd'hui l'une des meilleures applis de lecture en streaming en France et en Europe, avec un catalogue de plus d'1 million d'ouvrages de tout genre. Romans, bandes dessinées, mangas et bien sûr une vaste collection de comics Marvel et DC, mais aussi d'autres licences comme Invincible, Spawn, The Walking Dead et bien d'autres encore. Franchement, on peut se faire plaisir. La plateforme propose aussi bien des comics dits classiques à l'ancienne que des nouveautés. Vous y trouverez également une grande variété de romans emblématiques tels que Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Dune, Game of Thrones, etc. Le tout accompagné de la fameuse fonction livre audio qui vous permet de découvrir un univers littéraire de manière auditive si vous avez un peu de mal avec la lecture classique. Et bien sûr, le tout est autant disponible que sur votre tablette ou votre téléphone. 3 formules d'abonnement sont disponibles, chacune vous offrant la possibilité de lire ou d'écouter ce que vous souhaitez à un tarif très avantageux. Si l'expérience vous tente, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé pour essayer Nextory gratuitement pendant 45 jours. Attention, une offre exclusive à ce lien, donc veillez bien à passer par là. Ça fait plaisir à Nextory, ça fait plaisir à la chaîne et ça peut vous faire plaisir. Franchement, n'hésitez pas, ça vaut largement le détour. Avant de véritablement commencer, vous connaissez la chanson, le petit like, ça soutient beaucoup les vidéos. De plus, si vous le mettez maintenant, ça évite de l'oublier ensuite. Un grand merci à vous. On commence avec l'un des vilains les plus connus de l'univers Marvel et plus précisément du Lord Spider-Man, le Bouffon Vert. Il est difficile d'y croire tant Norman a causé de souffrances dans la vie de Peter, notamment en assassinant plusieurs de ses proches, à commencer par Gwen Stacy, le premier amour. Il incarne à lui seul l'archétype du Joker dans l'univers Marvel. Et pourtant, un jour, il change radicalement de camp. À l'origine de cette métamorphose se trouve un certain Sin Eater, le mangeur de péchés, un anti-héros ressuscité d'entre les morts doté d'une capacité singulière. Purifier les criminels de tous leurs péchés, quels qu'ils soient, à l'aide d'une arme à feu et de manière très violente. Un jour, il prend pour cible Norman Osborn, qu'il considère comme l'un des êtres les plus maléfiques qui soit. À cette époque, Norman dirige l'Institut Ravencroft, l'équivalent marvelien de l'asile d'Arkham. Sin Eater rassemble alors des partisans et lance une attaque contre l'Institut dans le but d'atteindre Osborn. Lorsque ces hommes finissent par le trouver, Spider-Man intervient à contre-cœur pour secourir son ennemi juré. Ensemble, ils décident momentanément de mettre leur passé conflictuel de côté afin d'unir leurs forces et repousser les assaillants en tant que Spider-Man et le Bouffon Vert, côte à côte. Une image très rare, aussi rare que de voir Batman et le Joker côte à côte, chose qui est déjà d'ailleurs arrivée. Mais bon, c'est pas le sujet ici. Malgré leur alliance, leur style de combat demeure profondément opposé. Spider-Man cherche avant tout à neutraliser ses adversaires sans les tuer, tandis que Norman se moque totalement des conséquences et élimine tout ce qui se dresse sur son passage, au grand désarroi de Peter, qui le force à ne pas utiliser cette manière pour combattre. Lorsque Sin Eater réapparaît entièrement métamorphosé, Norman et Peter se jettent sur lui pour l'affronter. Au fil du combat, leurs compétences se complètent avec une efficacité redoutable. Mais ils arrivent très vite à la limite de leurs compétences face à la monstruosité qu'ils ont devant eux. Dans les sous-sols de l'asile, grâce à un stratagème mis au point par Norman, les deux parviennent à piéger Sin Eater dans une cuve de ciment. Sauf que les mauvaises habitudes reprennent vite. Norman profite de l'occasion pour tenter de noyer Peter dans le ciment. Heureusement, avant que son plan n'aboutisse, l'Ordre de la Toile, une équipe composée de divers tisseurs tels que Miles, Gwen, Silk, etc., intervient et sauve Peter tout en maîtrisant Norman. Une collaboration qui n'a pas duré très longtemps. Et alors qu'il s'apprête à l'arrêter, Norman, ayant reconnu Gwen sous le masque, provoque Peter en évoquant la Gwen qu'il a jadis tuée.
Ces paroles ravivent chez Peter une rage rarement observée. Submergé par la colère, il finit par jeter Norman dans la cuve de ciment. Un geste assez inhabituel qui surprend notamment ses alliés, mais compréhensible. Le truc, c'est qu'en étant jeté dans la cuve, Norman se retrouve aux côtés de Sin Eater. Lorsque ce dernier parvient à ressurgir avant que le ciment ne durcisse, et de nouveau avec sa forme humaine, il se retrouve face à Norman. Sans la moindre crainte, Norman se moque de lui et tourne son pouvoir en dérision, convaincu qu'il ne s'agit que de supercherie. Il éclate de rire en prenant son masque de bouffon, mais Sin Eater n'hésite pas un instant et lui tire en pleine poitrine. Norman reprend conscience quelque temps plus tard, profondément transformé. Toute sa haine en lui semble s'être dissipée, remplacée par un sincère désir de rédemption pour les crimes qu'il a commis. L'esprit du bouffon vert a complètement été effacé de son corps. Dans la première étape de sa rédemption, il va essayer de renouer et se faire pardonner auprès des personnes qu'il a connues, notamment envers Peter. Ce dernier, encore meurtri par des années de souffrance causées par Norman, peine d'abord à accepter ce changement et n'accepte aucune excuse de sa part, en étant toujours violent autant physiquement que verbalement envers lui, ce qui est tout à fait normal. Mais peu à peu, les tensions s'apaisent au fil des événements que Spider-Man vit. Peter finit par reconnaître que Norman a véritablement été purifié tout en ayant tout de même encore de petits doutes, puisque ça reste tout de même Norman Osborn. Plus tard, dans le but de véritablement montrer qu'il a changé, Norman propose alors à Peter de collaborer avec Oscorp en travaillant pour lui, afin d'unir leurs forces pour lutter contre le crime aux côtés de Spider-Man. Il lui présente même une nouvelle tenue conçue spécialement pour lui, en précisant que son rôle sera de s'occuper de tout le côté technologique de Spider-Man, un rôle de soutien à distance envers l'homme araignée. Mais Peter refuse l'offre, n'ayant toujours aucune confiance en lui. Sauf qu'un jour, lorsque Peter affronte le vautour dans un combat d'une extrême violence, la situation tourne rapidement à son désavantage. Le vautour le blesse grièvement et parvient à neutraliser ses lanceurs d'étoiles, le plaçant dans une posture désespérée. Acculé, Peter demande alors l'aide de Norman pour qu'il lui envoie le nouveau costume. Cependant, Norman refuse, vexé que Peter ait décliné son offre de collaboration. S'il veut le costume, Peter doit accepter de travailler pour lui. Après avoir encaissé de lourds dégâts, Peter parvient tant bien que mal tout seul jusqu'au bureau d'Oscorp où il revêt enfin sa nouvelle tenue. Un costume assez stylé, équipé d'un planeur et de grenades libérant des nano-araignées. Grâce à cette technologie, il parvient à neutraliser le vautour. Peu après, il retourne voir Norman. Constatant la sincérité de ce dernier dans sa volonté de combattre le crime en tant que soutien à Spider-Man, Peter accepte finalement de travailler à ses côtés chez Oscorp. Dès lors, il utilisera cette nouvelle tenue tout en étant par moments aidé par Norman, et lorsque Peter sera en civil, il travaillera en tant que scientifique chez Oscorp. Un jour, Norman voit Spider-Man à la télévision affronter deux individus se faisant passer pour le super bouffon. Il se fait complètement maîtriser. Dans le but de le sauver, sans aucune hésitation, Norman enfile une armure conçue à l'origine pour Spider-Man et intervient pour le secourir. Il triomphe des deux imposteurs vêtus d'une armure blanche et or étincelante. L'intervention, diffusée en direct à la télévision, attire immédiatement l'attention du public qui commence à le surnommer le Gold Gobelin, un rôle qu'il a du mal à accepter au départ, puisqu'il ne souhaite pas agir directement sur le terrain de peur que les combats fassent renaître l'esprit du bouffon. Mais avec le temps, il accepte ce nouveau rôle et choisit d'endosser ce titre en devenant véritablement Gold Gobelin, l'un des nouveaux justiciers de la ville. Ne vous inquiétez pas, après quelques aventures héroïques, l'esprit du bouffon renaîtra dans le corps de Norman pour redevenir l'antagoniste de Spider-Man. Passons désormais à l'un des mutants les plus extrémistes de l'univers Marvel et ennemi numéro 1 des X-Men, mais aussi très souvent des héros Marvel en général, le très dangereux et puissant Magneto. Tout comme le bouffon vert, Magneto a longtemps été considéré comme l'un des antagonistes majeurs de l'univers Marvel. Pourtant, à plusieurs reprises, il a su se montrer moins radical dans ses actions, allant même jusqu'à combattre aux côtés des X-Men et de son ennemi juré Charles Xavier, souvent par pur intérêt personnel. Sauf dans ce cas-ci. Tout commence avec un personnage nommé Moira MacTaggert, une mutante dotée d'une faculté exceptionnelle, celle de se réincarner à chaque fois qu'elle meurt.
tout en conservant les souvenirs de chacune de ses vies précédentes. Grâce à ce pouvoir, elle a vécu plusieurs vies à travers différentes époques, passées comme futures, de l'histoire des mutants. Lors de sa 6e vie, qui se déroule 1000 ans dans le futur, les mutants ont perdu la guerre contre la technologie humaine et sont presque éteints. Constatant la cause de leur disparition, Moira choisit de se donner la mort afin de se réincarner à nouveau, cette fois-ci dans le passé, forte des connaissances acquises au fil de ses vies dans l'espoir d'empêcher l'extinction des siens. Au fil de ses réincarnations, elle explore diverses alliances. Elle rejoint tour à tour Magneto, puis Apocalypse ou encore Charles Xavier. Mais rien n'y fait. La fin reste toujours la même, car les mutants demeurent divisés. Ce n'est que lors de sa 10e vie que Moira rencontre à nouveau Charles Xavier et lui révèle toute la vérité, le laissant lire dans son esprit pour qu'il accède à la mémoire de ses vies passées, notamment celles où les mutants s'éteignent. Cette fois, Moira ne souhaite plus choisir un camp. Elle veut unir les 3 grandes factions mutantes, celles de Magneto, de Charles Xavier et d'Apocalypse, afin d'assurer enfin la survie de leur espèce. Conscient de l'importance capitale qu'il y a à unir tous les mutants de la Terre, Charles, accompagné de Moira, décide de se rendre dans le repère de Magneto, malgré leurs différends actuels. Dès leur arrivée, le ton monte. Magneto supporte mal l'audace de Charles venu se présenter chez lui après tant de conflits. Charles lui explique alors que leurs visions respectives pour préserver l'avenir des mutants sont toutes deux erronées. Des paroles que Magneto accueille avec mépris venant d'un homme qui, selon lui, l'a jadis trahi. Charles le prie alors sincèrement de lui ouvrir son esprit afin qu'il puisse lui transmettre les souvenirs de Moira et lui montrer ce qu'elle a vécu. Méfiant, Eric soupçonne un stratagème destiné à manipuler son esprit, raison pour laquelle il garde son casque. Mais voyant la sincérité de Charles, il finit par le retirer et accepte de lui ouvrir son esprit. Charles lui partage alors la vision du futur funeste qui les attend s'ils persistent à se livrer bataille. La vision de millions de mutants massacrés bouleverse profondément Magneto, que c'est là le sort qui les attend s'ils refusent de s'unir pour la survie de leur peuple. Eric, encore ébranlé, confie alors qu'il ne veut plus que les mutants se contentent de survivre. Il veut qu'ils puissent vivre simplement et dignement. Un idéal difficile à atteindre dans un monde où les humains les craignent et les haïssent, et où même les héros se méfient d'eux. Et ça, c'est pour les mutants de Charles. Ceux de Magneto sont des criminels recherchés, donc ils sont obligés de se cacher. Le gros souci là-dedans, c'est que Magneto, de son côté, ne veut pas juste que les mutants puissent vivre normalement. Il souhaite que les mutants soient les supérieurs des humains. Conscient qu'il ne pourra unir tous les mutants sans provoquer de nouveaux conflits, notamment avec les humains, Charles explique à Eric qu'il a élaboré un plan pour éviter ce désastre et l'invite à se rallier à sa nouvelle vision. Toujours méfiant, Eric lui répond qu'il ne changera pas sa nature. Si Charles faiblit ou hésite le moment venu, il prendra les choses en main à sa manière. Malgré ses réserves, il finit par accepter la proposition de Charles. Pour marquer ce tournant décisif et symboliser sa renaissance, Magneto choisit alors de revêtir une tenue blanche, signe de purification et de rupture avec son passé violent. Dès lors, Moira, Charles et Eric conçoivent ensemble le projet de fonder un État-nation souverain exclusivement réservé aux mutants, situé sur une île vivante accessible uniquement à ceux qui possèdent le gène mutant. L'île de Krakoa. La particularité de cette nouvelle nation est d'accueillir tous les mutants sans exception, y compris ceux ayant commis des crimes dans le passé. Leur ambition est claire, unir véritablement leur peuple. Cependant, cette union inquiète les humains, qui voient d'un très mauvais œil la création d'une nation rassemblant sous une même bannière des individus dont beaucoup sont recherchés pour crimes contre l'humanité, notamment Magneto. Pour apaiser les tensions et assurer la reconnaissance internationale de Krakoa, Charles et Magneto proposent un accord. En échange de la reconnaissance officielle de leur nation, ils offrent à chaque pays signataire des fleurs de Krakoa, une plante unique qui pousse que sur l'île, capable de guérir de nombreuses maladies incurables, de prolonger la vie de plusieurs années et dotée d'autres propriétés extraordinaires. Ce faisant, de plus en plus de pays vont finalement accepter la reconnaissance d'un État mutant et l'amnistie pour tous les mutants recherchés, permettant ainsi à de nombreux mutants d'accéder à l'île librement sans avoir peur d'être arrêtés. Sachant cela, les mutants d'Apocalypse et Apocalypse lui-même décideront eux aussi de finalement rejoindre l'île. Vous comprenez pourquoi les humains et surtout quelques héros vont grandement surveiller cette île. Ainsi,
Magneto devient officiellement l'un des représentants des mutants sur Terre, œuvrant désormais sans animosité ni violence, du moins apparente. Il comprend alors que tel était le véritable chemin à suivre, celui de l'union et de la coexistence. Si ça vous dit, une grosse vidéo sur cette période un jour, ce serait avec plaisir, puisque c'est un véritable tournant dans l'histoire des mutants et même de l'univers Marvel. Après avoir parlé d'un antagoniste majeur de Spider-Man avec Norman et Magneto avec les mutants, on va désormais s'intéresser au revirement d'un des antagonistes les plus appréciés et ennemi principal des 4 Fantastiques, Victor Von Fatalis. À la suite de l'événement Secret Wars, durant lequel Fatalis accède au rang de dieu, Reed Richards, après l'avoir vaincu, parvient à s'emparer du pouvoir des Beyonders, lui offrant la capacité de reconstruire le multivers. Cependant, avant de tout rétablir, Reed accomplit un acte singulier à l'écart de Victor. Conscient que ce dernier sera éternellement haineux pour lui avoir arraché son statut de divin, Reed décide de modifier les souvenirs de Victor, lui faisant croire qu'il est mort. Il espère ainsi que Victor puisse devenir un homme meilleur s'il renonce à sa quête de pouvoir absolu et croit que son plus grand rival, donc Reed, n'existe plus. Toute la haine de Fatalis s'étant toujours nourrie de son obsession pour Reed, ce dernier pense qu'en disparaissant de sa mémoire, Victor pourrait enfin devenir celui qu'il aurait dû être. Reed en profite également pour ramener Victor en Latverie et surtout soigner entièrement son visage, autrefois marqué par des cicatrices atroces qui le rendaient semblable à un cadavre. Ce geste vise à lui offrir un véritable nouveau départ. Lorsque la vie reprend son cours normal, Victor réalise que, durant son règne divin, rien ne parvenait à le combler. Malgré son pouvoir absolu, un vide profond persistait en lui. Désormais seul, il commence à réfléchir. Si même une existence où il dominait tout, guidé par l'égoïsme et la soif de puissance, ne lui a apporté aucune satisfaction, ne devrait-il pas tenter l'inverse? Il se demande alors s'il ne devrait pas renoncer à la quête du pouvoir, à l'orgueil et au mal pour consacrer sa vie à l'espoir et au bien. Animé par cette conviction nouvelle, Victor décide de tout abandonner. Il renonce à son titre de souverain et quitte la gouvernance de la Latverie, estimant que ce royaume incarne les vestiges de son passé de tyran. Il désigne un successeur pour gouverner à sa place, puis s'en va, déterminé à ne plus jamais être associé à l'ombre de Fatalis. De ce fait, il va complètement abandonner son armure et son masque. Dans un premier temps, pour manifester publiquement son revirement moral et son intention de devenir un justicier, Victor décide de rencontrer Tony Stark, un homme qu'il a toujours secrètement admiré et qu'il considère comme son égal. Cependant, leur première entrevue tourne mal. Dès que Tony reconnaît Fatalis, il l'attaque sans hésitation. Victor, toujours aussi redoutable dans la maîtrise des arts mystiques, repousse aisément les assauts d'Iron Man avant de lui expliquer son véritable objectif: se racheter aux yeux de la communauté des héros afin d'obtenir leur reconnaissance. Tony, naturellement sceptique, peine à croire à une telle rédemption. Pour lui prouver sa bonne foi, Victor décide d'aider Tony dans une affaire personnelle impliquant Madame Masque, mais il n'est pas nécessaire de s'y attarder ici. Par la suite, Victor va s'installer à New York. Le temps passe et bientôt survient l'événement de la Civil War 2, opposant le camp d'Iron Man à celui de Captain Marvel. Événement dont j'ai dédié une vidéo sur la chaîne si vous souhaitez en savoir plus dessus. Naturellement, puisque Victor admire profondément Tony Stark, il choisit de se ranger à ses côtés durant cette guerre entre héros. Malgré cela, Tony demeure toujours très méfiant à son égard. Pourtant, Victor ne cherche qu'à l'aider à surmonter une période particulièrement sombre et difficile pour Tony, marquée par la perte de Rhodey, son plus fidèle ami, et la perte de la tour Stark, symbole de tout ce qu'il avait bâti. Tony, déstabilisé, ne comprend pas pourquoi Fatalis, son ancien ennemi, lui apporte un tel soutien. C'est alors que Victor lui révèle la vérité. Tony est la seule personne au monde qu'il considère comme son égal et qu'il respecte véritablement. Il l'admire. À la fin de l'événement, lors du combat ultime opposant Tony Stark à Carol Danvers, cette dernière parvient à le surpasser et le tue publiquement sous les yeux du monde. En réalité, Tony n'est pas mort, il sombre simplement dans un profond coma, mais nul n'en a connaissance. Pour tous, Iron Man est mort. En apprenant la nouvelle, Victor interprète la disparition de Tony comme un signe du destin, une pénitence symbolique lui offrant l'occasion d'accomplir pleinement sa rédemption. Il décide alors d'endosser lui-même le rôle d'Iron Man. Par la même occasion, il se rapproche d'Amara Pereira,
qui fut l'amour de Tony avant la fin de la Civil War 2, et tous deux deviennent très proches, entretenant même une relation intime. Victor se procure ensuite plusieurs modèles d'armure d'Iron Man et, sous une nouvelle identité, devient officiellement le nouvel Iron Man, connu sous le nom d'Infamous Iron Man. Les capacités mécaniques d'Iron Man mélangées aux arts mystiques de Fatalis. Le mélange, il est god tier. Désormais héros, il combat les criminels, souvent d'anciens alliés, tout en cherchant à prouver sa bonne foi. Cependant, beaucoup doutent encore de lui, y compris parmi les héros qui n'hésitent pas à tenter de l'arrêter. Ce serait un véritable plaisir de dédier une vidéo entière sur l'histoire d'Infamous Iron Man. Donc, si ça vous dit, moi je me mets au travail direct et je vous prépare une bonne grosse vidéo complète dessus. En attendant, la vidéo touche à sa fin. Je voulais vraiment mettre en avant 3 vilains très connus et puissants qui ont changé de camp à cause d'une raison forte. J'aurais aussi pu parler d'Octopus lorsqu'il devient Superior Spider-Man, mais j'ai déjà produit une vidéo complète sur lui. Il y a aussi le personnage de Venom, mais bon, son cas, il est assez classique. J'avais vraiment envie de surprendre avec cette vidéo. Au moins un minimum. On n'oublie pas de nouveau le petit like, ça soutient les vidéos et la chaîne, c'est très important, pensez-y. Le commentaire pour me donner votre avis et surtout, dites-moi si vous souhaitez la suite de certaines de ces histoires. De nouveau, si ça vous intéresse, dans la description, un petit tour sur Nextory. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne de l'or.